Bonjour à tous, bienvenue dans RevDub, 3ème épisode. Je m'appelle Alexis et je suis toujours accompagné de Ludo. Salut Ludo. Salut Alexis. Ça va? Bah ouais, complètement content de revenir pour cette 3ème émission. On revient avec un nouveau setup, en tout cas pour la version vidéo. On a entendu quelques retours qui en effet n'avaient pas forcément apprécié le côté caméra de surveillance dans une salle d'interrogatoire. C'est vrai qu'on a un espace qui est un peu limité ici, donc on avait fait avec les moyens du bord, mais là on a trouvé normalement un nouveau setup qui vous permet de mieux nous voir. Notre salle trogne, voilà. Donc ça devrait être plus agréable à regarder sur YouTube. Je rappelle, RevDub, vous nous retrouvez tous les 15 jours sur YouTube pour la version vidéo et sur toutes les plateformes de podcast pour la version audio, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Oui. Et on a de bons retours pour l'instant, ça c'est bien. On est content, les chiffres commencent à progresser, les retours sont bien, donc en tout cas, on vous invite, si jamais vous avez l'occasion de nous voir sur YouTube, laissez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez du podcast. Mais ça aide à progresser, c'est comme ça qu'on démarre, oui. Allez, cette semaine, on démarre avec quelques actus. Oui. Une actu qu'on n'a pas pu louper dans le monde de la moto, c'est le salon de Lyon, qui s'est déroulé du coup il y a quelques jours. C'est vraiment le salon qui s'impose comme le rendez-vous de la moto en France. Plus gros salon, c'est 110 000 visiteurs là, sur le week-end. Ce qu'on a remarqué, et ça ne nous surprend pas, on l'évoquait dans les précédents épisodes, c'est que les constructeurs sont de moins en moins souvent au rendez-vous. Ils sont de moins en moins nombreux, donc on retrouve plutôt de plus en plus de constructeurs chinois. Oui, après il y a un mais, il y a des choses qui sont un peu plus tournées vers le public, et c'est ça qui est intéressant maintenant dans les salons. C'est la réflexion qu'on se faisait, nous on n'y a pas été, parce que c'est vrai que de Toulouse, faire le crochet par Lyon sur un week-end c'est un peu long, mais en tout cas ce qu'on voit c'est que c'est de plus en plus un événement à vivre, avec pas mal de stands qui ont été animés soit par des influenceurs, on pense notamment à Kika Ninac, là on a vu des retours vidéo là sur... une foule incroyable autour de son stand quand il a offert sa moto. On a vu aussi la petite piste de terre de Liberty Rider avec des moto courses électrique très sympa, ça avait l'air très marrant. Et des courses en plusieurs manches, du coup il y a eu des gamins à l'appel, c'était assez drôle, et ce qui nous fait dire que ça prend plutôt une teneur d'événement à vivre en effet, parce qu'on pouvait aussi faire des essais de moto assez nombreux, plutôt que de salons juste de vitrines pour aller faire des devis sur les derniers modèles, comme ça a pu l'être par le passé au final. Oui, après il y a aussi quelques pièces rares de collectionneurs qui sont très sympas à voir. Il y avait de la Harley à l'appel a priori. Ouais, il y a de la Harley à l'appel aussi. Et justement, voilà, il y a des prépas, il y a des choses un peu fun à voir, et ça change un petit peu, comme on disait, de cette morosité par rapport à l'absence des constructeurs. Ouais, et franchement, moi en tout cas, ça me fait hésiter à éventuellement essayer d'organiser ça l'année prochaine, parce que c'est vrai que c'est quand même un événement sympa. On sait jamais, si jamais le podcast explose d'ici là, peut-être qu'on aura l'occasion de vous croiser là-bas. Ça n'empêche pas qu'on a remarqué quand même quelques modèles de moto. Voilà, du coup, quelques petites nouveautés qu'on voulait pointer du doigt. Je voulais commencer par Peugeot. Comment ? Mais qu'est-ce que j'apprends ? Ouais, Peugeot qui propose une petite 125 qui sera d'ailleurs aussi déclinée en 300 cm3. Ouais, ça fait plusieurs salons qu'on la voit, que c'était toujours un peu obscur sur la date de sortie, etc. Ouais, la PM01 qui sera donc en dessous de 3000... en dessous de 4000 €, on est à 3900 €. Autour de 3900 €. Avec une bonne tête, au final. En tout cas, ça change de ce qu'on peut voir sur le marché des 125. Oui, voilà, un design un peu tranché, ce qu'on voit en ce moment assez régulièrement, mais en tout cas, la signature visuelle, elle y est. Je pense que le prix est bien placé. Après, c'est vrai que l'actualité est là aussi pour Peugeot, puisqu'ils ont été visiblement repris déjà par des Allemands. Donc je sais pas trop ce que ça annonce pour la suite. Ouais, on rappelle que Peugeot, alors PSA avait vendu la marque, en tout cas en partie, à des Indiens, le groupe Mahindra, il y a 4-5 ans de ça, un truc comme ça. Et là, ces Indiens viennent de revendre ça à un fonds allemand. Ça change pas nécessairement le lieu de production qui reste toujours en France, c'est des motos Cocorico qui sont produits dans le Doubs. Mais pour autant, changement d'investisseurs. Ouais. Peut-être qu'on sait jamais, ça va peut-être lancer le renouveau de la marque Peugeot Moto aussi. Je pense que ce sera pertinent parce que, alors moi sur ma chaîne, j'ai pu tester leur dernier scooter qui avait fait peut-être quelques
quelques heureux, puisqu'il s'est pas vraiment beaucoup vendu, mais C'était un 125, je crois. c'était un 125, c'était le Pulsion qui venait remplacer un petit peu le vieillissant. Il y avait l'Elistar. Ouais, ça rappelle des souvenirs de jeunesse. Ça. Ouais, voilà. Et du coup, c'est vrai que je pense que dans un marché qui est déjà très largement occupé par les constructeurs qu'on connaît tous, ils sont arrivés avec des prix qui sont pas forcément très très bien placés. Je pense que ça a pas trop aidé à les placer. Là, avec celle-là, je pense que bon, voilà, ils proposent quelque chose d'original et de placé en termes de prix. Donc pourquoi pas à suivre. Ouais. Il y a d'autres choses, évidemment, il n'y a pas que Peugeot. Qu'est-ce qu'on a vu On d'autre a revu sortir la MV Agusta, la Lucky Explorer. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Ça c'est cool. En tout cas, sur le papier, c'est cool. Sur le papier, c'est cool. Alors évidemment, petit rappel, là, il y a deux versions. Il y a la version copier-coller. Parce qu'on rappelle, du coup, c'est le trail de MV Agusta, mid-size, puisque du coup, des cylindrés de 750, je crois, et 900 de mémoire. Avec un qui serait plutôt un copier-coller d'un modèle Benelli. La TRK, que tout le monde connaît, qui moi m'a pas spécialement marqué, on va dire. Même si la prochaine TRK la 800 promet elle par contre d'être un peu plus sympa. Mais celle qui nous intéresse là, en l'occurrence, ce sera donc celle avec le vrai moteur MV Agusta, le 3 cylindres qui est vraiment très vivant, gourmand, croquant. T'as eu l'occasion aussi de goûter un peu, mais Ouais. dans une version un peu plus sportive. Alors, pour le coup, là, ouais, c'est avec celle que j'avais essayé moi, c'était pas le 3 cylindres, c'était la F4, donc le 4 cylindres. Qui était absolument dantesque, épique, et qui n'avait rien à faire sur les routes ouvertes. Ouais, c'est avec la F4, c'était un autre monde. Mais en tout cas, le style italien et l'âme de la moto, c'est quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, et j'ai rarement trouvé quelque chose comme ça sur une moto. Donc là, j'espère que sur un trail, ils vont réussir à donner ce petit souffle qui manque un peu à tout ce qui se fait de moderne, malheureusement, aujourd'hui, et un peu aseptisé, un peu lissé. On retrouve un peu un clin d'œil au passé, parce que du coup, c'est de la déco. Bon, c'est un peu l'équivalent finalement de son homologue chez Ducati, la Desertix, qui du coup reprend un peu ce look blanc et rouge là, façon Dakar. Pourquoi ils mettent plus Marlboro, je comprends pas. Là, dans les marques de club, ça fait vendre, non? Ouais. Mais bon, en tout cas, ouais, elle fait envie, donc on espère qu'on la verra rapidement sur nos routes. Dans la rubrique trail ou presque, on revient, vous allez dire, mais c'est pas possible, ils ont des actions chez eux. Mais non, pas du tout. La Fantic Caballero qui revient encore et toujours. Ouais, là il revient dans une version un peu plus, j'allais dire civilisée, mais en tout cas un peu plus mainstream, on va dire. Ouais. On lâche le mono. Voilà, je pense que le public visé est plus large, donc ils vont récupérer le moteur crossplane de chez Yamaha, donc de la MT-07. On peut pas se tromper parce que du coup ils ont laissé les carters Yamaha dessus, c'est vraiment une honte. Donc elle est complètement siglée Yamaha. Alors est-ce que c'est pour le salon ou est-ce qu'ils vont le laisser comme ça? Ouais, je sais pas, mais en tout cas... ça serait très bizarre quand même. Ouais. Bon, dans l'absolu, ce moteur-là est un bon choix, dans tous les cas. Surtout que le prix final serait en dessous des 10 000 euros. Quand on connaît la partie cycle, et c'est mon cas de la Fantic, c'est un de leurs très gros points forts. Je pense que le mélange des deux va être très très intéressant. Toujours pareil, je pense qu'on sera sur du marché de niche, parce qu'on est même sur que ce soit sur la version Scrambler ou même sur une version flat track ou comme la mienne, une version rallye. Je sais pas si on vise un public très très large. Ce sera un peu plus large, mais on sera vraiment sur de l'exotique quand même, avec un moteur certes plus civilisé. À suivre, j'espère qu'on pourra l'essayer. Moi, j'ai hâte. J'adore Fantic, voilà, je vous le dis tout de suite. On rappelle que toi, tu roules au quotidien en version Fantic Caballero 500. 500, depuis quelques semaines. Voilà, qui n'a de 500 que le nom, je le dis à chaque fois, mais ça, voilà, c'est là que j'aime bien les Italiens, c'est que voilà, il y a plein de choses qui sont assez paradoxales, qui sont aussi belles que scandaleuses. Cette moto est très belle, la finition est très discutable. Le moteur est très sympa et pourtant d'origine chinoise. Donc c'est tout ce mélange là que je trouve vivant finalement, et je regrette encore une fois pas du tout mon achat. Ça reste des motos bien placées et très exotiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu moins exotique. Du côté de chez Yamaha, il y a de nouvelles versions pour la Ténéré. Oui. Deux nouveaux modèles du coup qui viennent s'intercaler entre la version de base et la version World Raid. Donc il y a une Ténéré 700 Explore.
Ouais. qui a la vocation plutôt voyage. Donc c'est la version en gros avec les valises, la grosse bulle, et un peu rabaissée, parce que la moto est pas forcément accessible à tous les gabarits, elle est assez haute Ouais, perchée. alors pour l'avoir essayé, moi je fais 1m81, c'est clair qu'on n'a pas les pieds à plat. On a une selle qui est pas spécialement confortable à la base parce qu'un peu carrée et plate. Ouais. On avait quand même vraiment une vocation trail pas routier du tout. Donc c'est vrai que la décliner en plusieurs, on va dire en plusieurs configurations, c'est peut-être une histoire déjà de faire perdurer le modèle et peut-être qu'ils veulent séduire un peu une clientèle qui maintenant a du choix en trail. Ouais. Et puis il y a une version extrême qui est là l'exact opposé. C'est une version rehaussée, dépouillée, avec une grosse fourche de chez Kayaba, me semble-t-il. Et là, c'est vraiment le pendant enduro finalement de la Ténéré. Donc voilà, deux nouvelles motos qui viennent compléter la gamme, qui sont aux alentours des 11 000, 12 000 euros, je sais plus. Enfin, en gros, ils se positionnent à peu près milieu de gamme sur la gamme Non, mais Ténéré. le marché du trail, c'est une dinguerie, tout ce Ouais. qu'il y a. Là, on vient de regarder l'essai de la nouvelle Transalp. Là, c'est pareil, ils arrivent sur un marché qui est saturé, du coup, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils se placent, et ils se placent bien. Ils font la différence avec le moteur. Et quand on pense justement à la Ténéré, là, qui, elle, pour moi, a sonné le renouveau du trail moderne, il y a quelques années déjà, si je dis pas de bêtises, c'est autour de 2010... 2018-2019, 2019, ouais. À l'époque où le contexte économique était déjà différent d'aujourd'hui. Je trouve que déjà, enfin, non seulement ils ont le mérite d'avoir relancé le truc, mais ils peuvent se permettre justement maintenant de faire des déclinaisons un peu farfelues. Ouais, parce qu'elle a carrément trouvé son public, cette moto. Voilà, ils n'ont plus rien à prouver. Alors par contre, c'est vrai que maintenant, avec les prix qui sont pratiqués, il va peut-être falloir revoir un peu la copie pour la prochaine version. Mais en tout cas, elle mérite. Ouais, ça n'empêche pas de se vendre, donc... C'est ça. Du côté de chez Triumph, on a vu, alors il y a les essais aussi qui commencent à sortir ces derniers jours, les nouvelles Street Triple en version R et en version RS. Ouais. Bon. Toujours aussi efficace, toujours aussi affûté. Bon, c'est un petit peu les lieux communs, donc quoi dire de plus? Ouais, c'est ça, on va pas commenter 3 heures là-dessus. Bon, en termes de style, on n'est pas sur une révolution. Non, c'est toutes petites évolutions. Je pense que c'est Du unanimement peaufinage. reconnu comme étant le roadster sportif le plus affûté du marché. Donc il devra encore se vendre a priori sans trop de soucis. Bon après là la question c'est encore une fois un roadster mid-size 130 chevaux, on commence à titiller les chiffres des sportifs d'il y a 20 ans quoi. Ouais. Donc bon, est-ce que ça a sa place sur la route ou est-ce que justement on va en parler tout à l'heure dans notre gros sujet là, est-ce que c'est vraiment une moto du quotidien? Je sais pas. Mais bon en tout cas voilà, ça arrive. Il y avait aussi une version, je sais pas si tu l'avais vu Ludo, une version Moto 2 qui est sortie en édition ultra limitée de la Street Triple. C'est une version jaune fluo là, où ils avaient mis guidon bracelet, machin, qui a été, je crois que c'était aux alentours des 15 000 euros. Bon voilà, il y avait une production très limitée. Bon bah c'est tout vendu, donc si vous voulez une, c'est trop tard. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. C'est ça. Comme quoi les versions limitées et chères, au final ça reste une recette qui marche. Oh, grosse nouvelle. Ouais, on a vu alors on commence à avoir des petites choses apparaître du côté de chez KTM avec le renouveau de la SMT. Alors, le teaser est timide, hein, on va pas se mentir. Ouais. Par contre, il y a une date de présentation du coup le 24 avril. Bon, en fait, hein, c'est pas compliqué, ils ont pris une base de 890 Adventure. Qui vont probablement remettre un peu à la sauce Supermoto. Alors en fait, c'est la marche intermédiaire entre la version SMR et la version de base. Ouais. C'est une sorte de Supermoto Grand Tourisme. C'est un peu la version plus ou moins Grand Tourisme, donc un peu moins tape-cul, on va dire, que la SMR. Maintenant, c'est vrai que sur les détails, ils sont restés un petit peu discrets. Bon, c'est les joies de la communication, ça marche très bien, la preuve on en parle. Mais en tout cas, bon, on sera sur un truc très sympa, on n'hésitera pas à vous faire un petit retour sur ces infos-là. Ouais, c'est très routier, en gros, ça se positionne face à la Multistrada V2, quoi. En gros, c'est ça, c'est à peu près 110 chevaux, et je pense qu'au final, on sera à peu près dans les mêmes tarifs. Mais, derrière cette news officiel, on peut le dire maintenant, de la SMT, on a vu aussi des choses apparaître du côté de chez Husqvarna, et on sait que Husqvarna et KTM sont des marques cousines, et que souvent, les bases KTM sont reprises et remaniées un petit peu par Husqvarna. Oui, c'est la même maison, c'est les mêmes proprios. Alors c'est vrai que déjà que les Chinois commencent à reprendre les moteurs de chez KTM,
On a l'impression que la pierre angulaire du fun en ce moment, c'est ce moteur de chez KTM. Et oui, le retour de la Nuda. Ouais, la Nuda, c'était une moto qui est sortie début d'année 2000, je crois que c'est 2012. 2004, 2012, ouais. Ah oui, C'est doit être 2012, ouais. À l'époque où Husqvarna appartenait à BMW. Oui. Donc BMW avait un peu pété un câble. En fait, ce qui s'était passé, alors j'ai regardé un petit peu l'historique, le studio de design Husqvarna était en Italie, malgré le fait que ça appartienne à BMW. Ils avaient essayé de faire une moto, alors c'est un peu un ovni. Ouais. C'est moitié, encore une fois, la moitié supermoto, moitié roadster. Ils avaient pris du coup une base de BMW F800 qu'ils avaient retravaillé à la fois sur la partie cadre et la partie moteur. Ils avaient réalisé le moteur pour lui faire gagner 100 cm3. Et du coup, ça avait fait un truc un peu ovni finalement, que toi, tu avais eu l'occasion d'essayer, je crois. Que j'ai failli acheter à l'époque à un prix qui était très raisonnable pour l'époque. Et comme j'étais fauché comme les blés, j'ai pas pu le faire. Et c'est vrai que je regrette beaucoup parce que même si ce design-là à l'époque était peut-être un peu trop en avance sur son temps, aujourd'hui on est clairement dans ces codes-là. Donc non seulement elle a du style, mais elle était très efficace. On avait un très bon châssis. Bon, c'était pas le confort. Hein, c'est pas le programme de la Roadster, je mets des grosses guillemets quand même. Par contre, le moteur, étonnamment, était assez linéaire, donc très efficace. Mais voilà, c'est un bicylindre qui reste, on va dire, polyvalent. C'est pas quelque chose de très violent, de très surprenant. Ça tracte tout au long de la plage d'utilisation sans être trop bizarre en fait finalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, ça s'était pas vendu comme toutes ces motos un peu bizarres. Et donc la production a été assez limitée. Et aujourd'hui, ça s'arrache parce que du coup, c'est devenu une moto mythique et les prix sont devenus. Si t'en trouves une dizaine sur le bon coin sur toute la France, en général, ça va pas plus loin. Résultat, la cote stagne, voire augmente. Sauf que les kilométrages de facto augmentent aussi. Donc on se dit à un moment donné, une bécane qui a 10 ans voire plus, avec un kilométrage passé 40-50 000, bon, c'est pas grand chose. Mais le prix, lui, par contre, il va pas dans le bon sens. Ouais, donc ça va devenir moto de collectionneur. Voilà, donc est-ce que le renouveau de la Nuda va peut-être rendre ces anciens modèles un peu plus acceptables niveau tarif? J'espère. En tout cas, j'ai un bon souvenir et je vous invite à l'essayer. Et je salue tous les propriétaires qui ont fait une très bonne affaire. Et donc là, en fait, pareil, c'est des spy shots d'un proto, alors qui reprend le feu avant de la Nuda, et donc qui du coup annoncerait en gros une version Husqvarnaisée de la SMT, donc avec la même base 890 et puis un look différent, en fait, qui est la même sauce que ce qu'ils ont fait aussi pour la Norden, etc. Alors je vous invite à regarder les photos volées. Attention, ils ont mis du Chatterton, ça cache rien du tout. Donc au niveau style, là encore, pas trop de surprises. On va rester sur quelque chose d'assez ressemblant avec l'ancien modèle. Ouais. Bon, en tout cas, on va suivre l'histoire. Ouais. En parlant de moto bizarre. Ah oui. On a vu un truc passer, alors ça a été aussi au Salon de Lyon, on l'a voilà. vu. C'est une marque qui s'appelle Benda. Je trouve que c'est chinois du coup. C'est chinois, là encore très, très nébuleux sur l'origine de cette marque, qui, comme souvent chez les Chinois, sont issus de très grands groupes qui touchent un peu à tout. Donc c'est difficile de tracer un historique et une logique, on va dire, dans la création non seulement de la marque, mais du modèle en question. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils font des trucs extrêmement futuristes, voire très jeux vidéo. Ouais, ils se permettent des choses, du coup, ça rejoint un peu le propos de notre épisode sur les motos chinoises, hein, c'est que maintenant, ils sont vraiment sortis de la moto classique et bas de gamme, ils se permettent de faire des trucs. Alors là, si on essaye de résumer cette LFC 700, c'est un power cruiser, 4 cylindres 700 cm3, pneu arrière de 310 mm. Alors, donc, 310 mm, c'est juste. Là, on est vraiment sur de la moto type prépa, quoi. C'est-à-dire qu'à mener dans un virage, pour qui ça ne parle pas, c'est absolument impossible. C'est une moto pour aller tout droit. On va pas dire les choses autrement. Et avec un look mais complètement futuriste là pour le coup. En gros, ils essaient de faire une sorte d'anti-Diavel encore plus poussé, mais comme disait si bien Alexis, ils osent quelque chose. Ils se contentent plus non seulement de copier ou de faire quelque chose qui fait le café. Ils tentent un truc vraiment dingue. Ils vont peut-être en vendre 8, mais visiblement, ça leur pose pas de problème. Ouais, parce que ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il y a déjà un tarif et une dispo qui est annoncé, donc ça sort en juin.
pour 10 999 €. Qui va acheter ça? Mais en plus, c'est à 700, je veux dire. Quand on voit un 700, 4 cylindres en plus. Voilà, 4 cylindres, donc déjà, niveau couple, ça va être gentillé. Il va falloir la mener, cette carcasse, hein, parce qu'on n'est pas sur une danseuse étoile. 94 chevaux, on l'a pas dit, la puissance. Bah oui, 94 chevaux, j'ai envie de dire. Et ça a pas l'air maniable du tout, et comme on dit Power Cruiser, bah il manque Power là. Donc pourquoi pas, mais à mon avis, ils vont en vendre 8. Voilà, ça c'est fait. On en reparle d'ici quelques mois. Côté de chez CF Moto, alors vraiment dans les chinoises en ce moment. Et surtout, on fait pas mal de références à nos anciens épisodes, puisqu'on avait parlé, si vous en souvenez, non seulement de la nouvelle Kawa, la 400R, ZX4R, ZX4R, mais surtout qui a une petite sœur qui est la 400, la Ninja 400. Bon, la ZX4R, c'est la 400 version piste énervée, et il y a la Ninja 400 qui est la moto A2 débutant. Voilà, c'est le A2 avec les carénages. Voilà. Point barre. Et là, ils se sont dit, bah tiens, il y a un marché, et comme ils savent très bien faire les petits cylindrés, ils se sont dit, bah tiens, nous aussi, on va faire notre sportive A2 accessible. Version CF Moto. Version CF Moto, donc la 450 SR à 6 490 €. Qui a de la gueule, hein. Qui a vraiment de la gueule, parce qu'encore une fois, ils font vraiment du bon boulot niveau style maintenant. Si vous trouvez la Kawa un petit peu trop convenue, bah, vous avez celle-là qui a non seulement une bonne gueule, mais qui a l'air d'avoir une bonne qualité de finition. Encore une fois, on est sur des produits homogènes chez les Chinois maintenant, qui sont cohérents. Et du coup, la vraie différence se fait en général au niveau du tarif. Plus précisément, là, on est à peu près 300 € d'écart par rapport à la Kawa. Bon, après, en termes de motorisation, voilà, on est sur... c'est de la 2 natif, hein, donc... Oui. Ça reste du mono, ça reste du 47 chevaux et demi. On est sur un poids qui est relativement contenu. Par contre, c'est les 300 € d'écart qu'il faut retenir par rapport à la version de base de la Kawa, parce qu'il faut savoir que la Kawa, avec la peinture spéciale, on est à 1000 € d'écart quasiment avec celle-ci. Donc je pense que ça peut être une bonne solution alternative. Ouais. Voire une option pour le marché de l'occasion à l'avenir. Peut-être que ça va décoter un peu. Ouais. Je te reprends juste Ludo, c'est un bicylindre. C'est un bicylindre. Ouais. Eh ben, my bad. Ouais, après, avec pareil, la panoplie d'équipements technologiques, le TFT, le machin, la connexion téléphone et compagnie. Enfin bon, voilà. La recette à la chinoise, un truc relativement bien fait, tarif agressif, même s'il commence à dangereusement se rapprocher des constructeurs traditionnels. C'est clair. On voulait reparler brièvement de Cromwell, justement. De Brixton et donc de la Cromwell. On avait parlé la dernière fois, notamment par rapport à la 1200, qui était une sorte de copier-coller de la Triumph, la T120, la Bonneville. Ouais. Et là, ils proposent une version donc trail. Qui est scramblerisée, on peut dire. Qui est scramblerisée, ouais, en l'occurrence, mais qui nous fait aussi rappeler l'arrivée de la 500. Qui est alors ça, c'est une moto qui avait fait un peu sensation à l'ECMA au mois de novembre, qui était présentée comme un concept, qui était donc il n'y avait pas de dispo ni de tarif annoncé. C'est la Store 500, donc qui reprend la base de la Brixton, c'est la Crossfire 500. Crossfire 500, ouais. Donc on reprend l'architecture moteur, donc le 500 que vous pouvez comparer sensiblement à la Honda 500, la 500X. Ouais. Et là, ils nous ressortent à la sauce trail, qui est un copier-coller de la Norden de chez Husqvarna, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que du coup, c'est une moto qui est quand même plutôt sympa. Une espèce de cyclope futuriste, mais franchement très très bien dessiné. Et j'avoue que moi j'apprécie le risque en tout cas qu'ils ont pris. Parce que un trail, pour moi un trail c'est cohérent avec ces cylindrés-là, et que si on peut avoir un peu de style au passage, je suis désolé pour la nouvelle Transalp, encore une fois, j'ai une Transalp, les premières du nom. Avoir quelque chose d'efficace avec un moteur de Hornet revisité, c'est bien, mais en termes de style, ils se sont vraiment pas foulés à mon sens. Là, on a un truc qui est vraiment osé, et je me dis quand même... Ça fait partie du package quand tu achètes une moto. Et donc la news, c'est que ils vont la sortir.
Oui. Alors moi à l'époque je m'étais dit la moto était trop finalisée pour que ça reste un concept. C'est pas vu un novembre finalement. Ouais, mais je pense qu'ils l'avaient déjà dans les cartons, ils attendaient de tester la réaction du public et là du coup ça s'est pas fait attendre, donc ça sort en 2024. Bon, pas trop d'infos sur le tarif, mais bon, on imagine que ce sera placé, puisque c'est la recette. C'est la recette. Et vocation plutôt routière, là, du coup, c'est vraiment pas une moto, c'est pas vraiment pas un trail pour faire du off-road. A priori, c'est la garde au sol est limitée, c'est plutôt une moto de voyage, quoi. Bah, la Transalp aussi, quand on y pense, la garde au sol est limitée, c'est un très bon compromis pour faire du chemin. Je pense que les 3/4 du public visé seront ravis, puisque c'est là l'objectif, c'est d'avoir un public assez large. Ouais. Donc voilà un peu pour le tour d'horizon des news de la semaine. Ouais. On va passer du coup à notre sujet du jour. Alors le sujet du jour... T'es pas du jour. On s'est posé la question avec Ludo. Quelle moto pour faire 50 bornes par jour? Alors pourquoi 50 bornes par jour? C'est à peu près, grosso modo, le trajet que font les travailleurs qui vont au bureau matin et soir. C'est le trajet travail moyen du français moyen. Et la question c'est, du coup, si nous on devait se projeter sur la moto à choisir, finalement vers quoi on s'orienterait? Et du coup, on s'est posé d'abord la question, alors pour entamer un peu le débat, c'est qu'est-ce qu'on attend comme qualité d'une moto qu'on va utiliser tous les jours? Alors, c'est une question qui paraît évidente et pourtant qui est très compliquée parce que on a le cœur qui balance entre la raison et j'ai envie de dire la folie, puisque ça reste un objet plaisir. Ouais. Comment arriver à lier les deux mondes? Et est-ce qu'il faut rallier les deux mondes? C'est là l'objet du débat. En tout cas, si on se met sur un plan vraiment pragmatique, en gros, ma moto que je prends le matin pour aller bosser, qu'est-ce que je veux qu'elle démarre tous les matins, donc mécanique assez fiable. Je veux qu'elle soit capable de rouler sous toutes les météos et que je sois pas en train de pister le moindre nuage pour me décider si j'y vais ou pas. Économe en carburant. Oui. Pas trop compliqué en entretien, ou en tout cas des intervalles de révision qui soient pas trop pénibles, qui permettent de faire de l'interfile sans vraiment trop se mettre en danger ou accrocher les rétros des bagnoles, qui protègent du coup un minimum des intempéries, et en discutant finalement et en se projetant là-dessus, on se dit bon, en fait... si tu gardes le cerveau, que t'enlèves le cœur, tu achètes, roulement de tambour... Un scooter! Et voilà, tu prends un scooter et tu fermes bien ta grande bouche. C'est comme ça. Alors, c'est vrai ce qui est un choix qui est tout à fait compréhensible et respectable. Mais du coup... Et c'est pour ça que les chiffres de vente du 2 roues sont principalement axés sur le sûr. scooter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont préféré le raisonnement plus que le coup de cœur, quoi. Et on a tiré un peu la pelote de laine et on s'est dit, bon ok, scooter d'accord, mais bon, si tu veux quand même une moto... Là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a l'alternative au scooter qui est la moto Honda. C'est ça. Et je vais te demander, Ludo, en tant que pilote de Honda, pourquoi? Alors, pourquoi Honda? Parce qu'elle coche les 3/4 des cases que tu as énumérées ci-dessus. Ouais, c'est la philosophie de Honda. Hein. Elle démarre tous les jours. Bon, la mienne a 30 ans. Hein. Mais elle démarre quand même toujours. Elle démarre quand même tous les jours et pourtant... elle est très peu gourmande en termes de, comment dirais-je, en termes de révision, en termes d'usure de pièces, en termes de carburant. Donc c'est vrai que j'ai aucun souci avec tout ça, je me pose aucune question. Je sais que si demain c'est la fin du monde, je garderai ma Honda. Oui, elle est chiante comme la pluie en termes de sensations. Oui, en termes de look... on va pas trop se... Alors maintenant, comme elle est vieille, on se retourne dessus. On en discutait en préparant l'émission, là, du coup, bon, maintenant, il y a le côté vintage qui lui donne quand même un charme qu'elle ne devait pas avoir à l'époque. Voilà, le charme de l'âge, mais sinon, en soi, elle n'était pas prévue pour, et c'est le cas des Honda actuels, qui doivent, encore une fois, cocher toutes ces cases. C'est pas mémorable, par contre, ça fait le taf tous les jours, ça reste fiable. Et c'est tout. Et c'est pour ça que j'ai 2 motos. Voilà, donc on va dire les choses. Oui, j'ai une Honda, mais ça me suffit pas, ça ne pouvait pas me suffire. Ouais. Et c'est marrant parce que du coup, on a tous les deux une utilisation quotidienne de la moto. Et justement, quand
on a continué à dérouler un peu la pelote de laine, et finalement, ce qu'on a choisi pour rouler tous les jours, c'est exactement l'inverse de ça. C'est ça. Donc Ludo, on en parlait tout à l'heure, toi t'es parti sur une Caballero 500. Voilà. Donc monocylindre, Voilà. 450 cm3. Une finition douteuse. Pas forcément hyper pratique ou ni confortable. C'est ça, c'est au perché, là elle est plate et dure comme de la pierre. Les raccords électriques sont discutables. J'ai un compteur qui est déjà tombé en panne et illisible. Aucune protection au vent. Mais j'en suis dingue. Ouais. Une autonomie douteuse. Une jauge de carburant aléatoire. Mais tous ces défauts lui font son charme. Et ce qui est très drôle, c'est que si tu récupères toutes ces caractéristiques, ça aussi l'équivalent de ce que moi j'ai choisi, qui est une Vitpilen 701 de Husqvarna, qui réunit les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire pas confortable, monocylindre, donc rugueux. La jauge à essence Fantasy, celle-là je la connais bien aussi, parce que du coup j'ai une autonomie qui oscille entre 300 km et 0, alors que le niveau du réservoir est pas forcément, bouge pas forcément si vite que ça. Et quand on se projette du coup par rapport à ça, on se dit en fait, est-ce qu'on changerait d'avis ? Non. Non, alors en plus, voilà, ce que tu avais précisé dans les épisodes précédents, c'est que tu venais d'acheter un trail polyvalent donc de chez Morini, qui réunit a priori toutes les qui coche toutes les cases de la moto, voilà, raisonnable entre guillemets. Et au final, c'est elle qui se retrouve au garage. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu démarres le matin pour aller au boulot, finalement, le fait de démarrer ton engin un peu débile, ça fait aussi partie du plaisir. Et du coup, ça te met la banane. Et finalement, est-ce que c'est pas tout ce qu'on demande à une moto ? Voilà, fin du débat. Rendez-vous dans 15 jours. Non, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire, comme à notre habitude, un petit top des motos, ou en tout cas des modèles à envisager, en fonction de comment vous positionnez sur l'échelle du raisonnable versus passion. Alors, moi, j'ai envie de commencer volontairement avec un compromis, parce que, encore une fois, Honda, comme ils sont géniaux, ils sont intelligents. Là-dessus, ils vont jusqu'au bout du truc, quoi. Ils ont pensé à ce cas de figure. Et ils ont décidé de faire un mix des deux que vous connaissez, qui est le XADV, le fameux scooter moto trail, avec la fameuse boîte auto, qu'on connaît bien chez Honda. DCT, ouais. La DCT, qui permet aussi de passer à la main les rapports, à la gâchette. Alors on pourrait se dire pourquoi, à quoi bon. Pour la petite histoire, quand je suis allé essayer une moto chez Honda, Sagaz Motor à Toulouse, que je salue, les mecs qui revenaient de la pause déj avec ça. Et ils avaient ça comme scooter de tous les jours pour aller bosser. Pourtant c'est des motards purs et durs. Et ils se sont confiés en disant que ouais, franchement, pour aller bosser tous les jours, ça faisait grave le café et que c'était assez sympa et rigolo. Ouais, le look est cool. Je pense que alors moi perso j'ai pas essayé, mais en tout cas les retours qu'on a, c'est que le comportement est quand même plutôt aussi agréable, parce que du coup c'est mi-moto, mi-scooter en tout cas. On est quand même sur un 750, ouais. Donc on n'est pas non plus sur une mobilette. Et puis la géométrie du truc est plus proche de la moto presque que du scooter. C'est ça, il y a une chaîne, il y a des roues qui sont quand même un peu plus grandes que ce qu'on pourrait trouver sur un scooter traditionnel. Et puis on a une partie ici qui est rigoureuse. Donc non, vraiment, il y a un créneau qui est certes de niche, mais il y a un créneau. Donc pour ceux qui se tâtent un petit peu et qui ont un peu les moyens aussi, parce qu'il faut pas oublier que cette case-là, par contre, ne peut pas être cochée forcément. On n'est pas sur un produit d'appel. Mais pour ceux qui n'ont pas trop de soucis avec le budget, mais qui veulent un entre-deux, je pense que c'est un très bon choix. Et je dirais même qu'il est même plus pertinent que celui de chez Honda, puisque Honda a fait un équivalent... Yamaha, pardon, avec le T-Max, qui avait été décliné en une version un peu équivalente au XADV, mais qui visiblement n'a pas encore convaincu. Ouais. Voilà. Et XADV qui commence à avoir remplacé le T-Max dans le cœur de sa clientèle cible, qui sont les gens qui font beaucoup de bruit le soir au feu rouge. C'est vrai qu'il rencontre un franc succès du coup chez cette population. Même Forza 750 qui est un très bon scoot. Donc maintenant on va passer aux motos, puisque c'était le but de l'opération. Alors on a fait un classement qui, la première catégorie, c'est donc la version raisonnable,
Qu'on a aussi surnommé Bon Père de Famille en costume tout gris. Voilà. Alors si avec si le vous avez 3 un costume pièces Zara gris, des familles. alors on a celui qui nous le premier modèle qu'on a envie de recommander, c'est un modèle qui est cher à nos cœurs. C'est le PCX. Avec l'accent, c'est important de dire le PCX parce que c'est alors pour ceux qui se représentent pas, comment est-ce que tu expliquerais le concept du PCX, Ludo? Alors, c'est difficilement défini. C'est en gros le custom scooter néo-classique moche bizarre. Bon, en fait, c'est le scooter Uber Eats, quoi. C'est le scooter Uber Eats, mais qui est le best-seller par excellence du scooter. Ouais. Bien au-delà des modèles les plus connus. Parce que c'est pas cher, c'est abordable, c'est petit, c'est léger. Et c'est fiable. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que c'est moche à dégueuler, quoi. Celui-là, alors c'est un très bon choix parce que économique, robuste, y a pas de souci. Mais c'est moche comme un cul. Voilà. Ouais. Allez. Premier choix. Premier choix, voilà, pertinent. Ensuite, on a le plus judicieux, on va dire. Ouais. On avait dit moto, puis en fait on parle de scooter. Hein. Ah bah là, on s'est dit le costume tout gris, on commence par les scooters. Voilà, donc là on est. Alors, vous fermez les yeux, vous imaginez les manchons, très important, le tablier pour la pluie, c'est important, la classe, l'élégance, la fashion week de la moto, du dos, je veux dire. On est bien, on est pas mal. Et bien sûr, le casque qui va avec. Qu'est-ce qu'on a? Petit casque jet. Le petit casque jet dégueulasse des familles. Ouais, là le PCX, c'est pas possible. Le X-Max, c'est vraiment le plus pertinent parce que je l'ai essayé aussi. Ouais. Honnêtement, si je devais acheter un deux roues pour aller bosser, le X-Max est quand même sympa. Parce je te rappelle que t'as acheté un deux roues pour aller bosser, Ludo, et que t'as pris une feinte. Mais si tu veux prendre un deux roues raisonnable. Voilà, si je vais prendre un deux roues raisonnable, en vrai, c'est celui-ci que je prendrais. C'est d'ailleurs un des plus vendus. Ouais, qui existe en plusieurs cylindres, du coup, il y a quoi, 300, 125, 400, 300 ouais. 300, 400, même si le 400 pour moi il est limite de trop. Je pense que là il faut s'arrêter à 300 sur un scooter, ça sert à rien d'avoir plus, surtout pour monter des fils, pour aller bosser. Je pense pas que tu aies besoin de rouler à 130, voire plus. Donc il y a de la patate suffisamment sous la poignée, donc pas besoin d'avoir plus. Et puis surtout on a un look qui est un peu sportif, un peu sympa. Bien qu'en soi, là encore pour l'avoir essayé, Kymco qui arrive très fort avec des rapports qualité-prix dingues. Et des looks très sympas, très futuristes, très dans l'air du temps. Moi, je me souviens du 400i, le S400i. Après, il y a le AK550, le concurrent direct du T-Max. Bon, là, on est sur des cylindrées qui sont complètement en dehors des clous, j'ai envie de dire, puisque, bon, pour aller bosser, est-ce qu'on a besoin d'avoir si gros? Je ne pense pas, mais en tout cas, on a un choix en termes de rapport qualité-prix qui est très pertinent. On a beaucoup d'équipements, on est bien assis, c'est confortable, on a l'écran avec toute option GPS intégrée, les poignées chauffantes, la bulle réglable, un coffre digne de ce nom. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est une voiture, quoi. Une Smart. C'est une Smart, mais surtout, c'est un bon, j'ai envie de dire, un bon doigt à Yamaha et à Honda pour dire, attendez, c'est pas parce que c'est un choix pertinent qu'on est obligé de taper des tarifs complètement dingues. Ouais. Là, Kymco, ils ont des tarifs vraiment, vraiment agressifs pour quelque chose de vraiment qualitatif. Donc j'ai envie de dire, pour ceux qui ont les moyens, allez-y. Là, on s'enfonce dans le. Ouais, pour le prochain, dans le côté tout gris là. Le tout gris. Alors moi, si j'ai un truc qui m'évoque le cadre à la papa au feu rouge en costume tout gris, c'est le Burgman 650 de chez Suzuki. Avec les chaussettes qui remontent jusqu'au genou là. Tu les vois ceux-là là, avec la paire de. La paire de mocassins. Ce que j'adore, c'est la petite trappe à essence version voiture là, tu sais t'as une trappe que tu ouvres comme ça là. Quelle indignité. Bon, je crois que c'est plus produit ça d'ailleurs le Burgman. Mais... Le Burgman, ouais, il est très très vieillissant. Alors petite anecdote, encore une fois, j'ai essayé pas mal de choses sur ma chaîne YouTube, dont les scooters qui marchent très très bien en termes de. On le rappelle, chaîne YouTube Motors & Co. Abonnez-vous, mettez des pouces. Les pouces, mettez les pouces. J'avais essayé, j'ai presque envie de dire en désespoir de cause, le Burgman parce que historiquement c'est ce qui a démocratisé le scooter utilitaire. Mais justement, il est complètement hors du temps maintenant.
il est vieillissant en termes de style et en termes d'agrément moteur. Et pourtant, j'ai fait un carton avec cette vidéo. Comme quoi, il y a un public. Il y a un public et parce qu'on est vraiment dans le... C'est le C15 du scooter, voilà. C'est le Renault Express du scooter. C'est moche, c'est roturier, ça trempe de partout, mais alors, vous pouvez en acheter à des prix complètement dérisoires. Ça vous amènera toujours d'un point A à un point B, mais alors par contre, c'est clair qu'on est complètement hors des clous niveau équipement. Après, si tu veux être moto-taxi, ouais, c'est une bonne monture, je pense. Voilà. Tu vas pas te mettre une douille en termes de révision, parce que c'est roturier à mourir. Mais c'est pas ce que je conseillerais en termes de modernité. Allez, on va sortir des scouts là, du coup. On va se dire, alors, oui, en termes réserve, il y a quand même la 125 aussi qui reste. Alors, attends. Sur l'échelle du non-respect, on a encore au-dessus le MP3. Ah oui, celui-là aussi un grand classique. Ah la vache. Pourquoi ? Je sais pas. Hormis le côté accessible pour les permis B. Parce qu'au feu rouge, t'as pas besoin de poser le pied par terre. Ouais, mais on est quand même à des niveaux de prix qui sont dingues. Tout ça parce que t'as un 3 roues et que... En clair, tu payes la flemme de passer ton permis. Ouais. Je vois même pas... C'est un modèle économique qui se défend pour Piaggio. Bah ouais, mais non, économiquement parlant, pour moi, je comprends pas. Surtout pour des 3 roues, je veux dire, c'est quoi ? C'est 300-400 cm3 pour la plupart. 500, je crois. Voire 500. Mais 500, tu vas taper les 15 000 euros. Et voilà. Le problème, c'est ça, c'est qu'on arrive à des niveaux de prix où tu te dis, pourquoi ne pas avoir, dans ce cas-là, un tout petit scooter et une moto digne de ce nom, sympa. Et d'ailleurs, j'ai un abonné qui m'a fait un retour là-dessus. Il m'a dit, tu sais, je suis content que tu m'aies fait la vidéo sur les Kymco et le T-Max, dans le sens où je précisais dans la vidéo pourquoi faire la guerre aux motards. C'était ça l'objet de ma vidéo. Et il disait, tu sais, moi j'ai un T-Max et à côté, j'ai un S-Miller, quoi. Donc pour ceux qui ont les moyens, là encore, la question n'est pas forcément un débat. La question est simplement, chaque chose a son utilité. Oui, je vais bosser en scooter. Par contre, le week-end, je vais aller faire le con avec une moto qui fait sauter le permis. Donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai. Donc, et puis il y a ceux qui veulent acheter un MP3. Point. Fin de l'argument. Fin de l'argument. Dans le côté les 125 du coup mais côté moto là cette fois, alors on a le premier modèle, c'est nous on l'appelle le PCX à vitesse, c'est la petite Yamaha, la YS 125 là, je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est vraiment le truc sorti de Thaïlande quoi. C'est ça. À 5 dessus avec la famille, t'as compris. 125 du coup on en avait parlé dans l'épisode précédent là, la Zone Test 125 qui est là aussi Alors oui, parce que c'est vrai qu'on avait fait un point dans l'épisode précédent sur l'arrivée du constructeur chinois par des motos style néo-classique, mais justement sur des bases comme la YS, des petits 125 roturiers simplissimes, qui pas puissants du tout. Et finalement, ils ont fini par percer via notamment Zontes avec des vrais... des vrais 125 modernes, refroidis par eau, avec des un style absolument moderne, et surtout avec des vraies performances moteurs pour un 125. Et donc clairement, Zontes, ils ont tué le game avec la 125, qu'ils ont décliné maintenant en plusieurs styles, dont le Scrambler. Très bon choix la Zontes. J'en ai au boulot qui viennent avec. Et pour l'instant, je les vois pas rouiller sur le parking, donc je pense que c'est bon signe. Ouais. Coucou à nos amis propriétaires de Mâche. C'est pas la même. Qui n'est pas dans notre sélection. Qui n'est pas dans la sélection. Un truc que j'ai vu que... Alors, je connais assez peu cette moto, c'est la FB Mondial. Oui. Enfin, un jour, j'ai vu ça dans la rue, j'ai fait, mais what ? Alors, parce que non seulement c'est un style fou, mais je trouve un peu trop poussé à mon goût. Je pense qu'ils ont vraiment fait la surenchère d'accessoires. Là, c'est vraiment le haut de gamme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, si vous êtes sur la version vidéo, on mettra une illustration, mais c'est le café racer, Scrambler, steampunk, je sais pas. Mais du coup, juste magnifique, quoi. C'est amortisseur à bonbonne derrière, la grosse fourche, les finitions qui ont l'air quand même assez léchées. Ouais. Et le moteur est génial. Ce moteur-là, qu'on retrouve notamment chez Yeju, parce que j'avais fait un test aussi de la Yeju, qui était le
le concurrent direct. Ce moteur-là est l'un des plus performants, si ce n'est le plus performant de la catégorie 125. Bon, il faut taper dans les tours, évidemment, hein, comme tout 125. Mais rien que pour son moteur, déjà, c'est un très très bon choix. Je recommande très vivement. FB mondial. Ensuite, MSX 125. Alors, j'explique pourquoi. Ouais, c'est vrai que déjà, il faut expliquer le concept pour ceux qui connaissent. Le concept, c'est un peu, c'est limite la pocket bike. C'est à cheval entre la pocket bike et. C'est un moteur de 125 dans un vélo d'enfant, quoi. Et la 125, voilà, c'est ça. C'est un moteur. Voilà, t'as très bien résumé. Du coup, le seul avantage, c'est qu'on a non seulement un modèle très compact, mais surtout on a quelque chose de très léger. Donc même si le moteur a priori n'est pas poussé, parce que c'est un 4 vitesses d'architecture assez rustique. Eh ben, elle marche d'enfer en fait cette petite moto. Elle est vraiment, c'est la moto de ville. Hein. On va pas se mentir. N'allez pas faire du périurbain avec ça. Par contre, en ville, c'est une arme de guerre, concrètement. Ouais, ça passe partout. Et vraiment une contre-proposition au scooter si vous voulez avoir un peu de style, si j'ose dire. Et si vous voulez vraiment aller dans la débilité, prenez le Monkey de chez Honda, qui là par contre a un prix prohibitif. Ouais, mais qui continue à se vendre à la pelle. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est là encore une sorte de mini-moto, mais vraiment type très très rétro. Mais par contre, le prix est vraiment débile, hein, je trouve, pour ce que c'est. C'est quoi, c'est 5000 €? Ouais, on est autour des 5000 €. Vous nous corrigerez peut-être. Comme quoi, Honda ne fait pas que des trucs gris et voilà. plastique, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, ils sont toujours dans les extrêmes. Mais là, pour le coup, ouais, c'est quelque chose d'assez rigolo. On a autre chose aussi, d'un peu plus civilisé, mais qui reste pertinent. XSR 125, ouais, chez Yamaha. Ouais. La gamme XSR, c'est un peu les roadsters remis à la sauce un peu vintage, classique. Ouais. Ils font ça sur la 700, ouais, voilà. Sur la 900. Sur la 900, mais ça reste... ça va, c'est pas trop osé. On parlait de l'arme mondiale tout à l'heure, qui était vraiment une surenchère. Là, ça va, ça reste polissé. C'est, on va dire, du clin d'œil rétro, mais point barre. On n'est pas non plus sur un truc très, 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 très violent en termes de style. Mais justement, c'est un très bon compromis. Et encore une fois... le moteur de chez Yamaha est l'un des meilleurs. Yes. CBR 125 aussi, classique. Voilà, contre-proposition sur... Là, il y a deux... Alors, j'ai roulé dans CBR 125, mais alors sur les anciennes, j'ai roulé ça pendant 2 ans avant de passer mon permis A2. Là, c'était vraiment la mobilette, quoi. C'était le truc... ça faisait 13 chevaux, je crois. C'était vraiment tout fin, tout flué. Et ils ont restylé ça il y a quelques années. Maintenant, c'est devenu un truc un peu plus flatteur, on va dire. Déjà, le gabarit pourrait limite se confondre avec celui d'une CB 650R. Ouais, en termes de style, c'est copier-coller. En termes de gabarit, c'est pas flagrant. Et puis, encore une fois, le moteur, tout comme la Yamaha, maintenant, ils sont arrivés à des niveaux de technologie qui permettent d'avoir des performances, je mets des guillemets, voilà. Ouais, c'est un vrai créneau pour eux, hein, la 125. Voilà. Donc, Et ceux qui veulent un petit peu plus de sport, il y a toujours chez KTM la Duke 125. Choix très sympa. Il y en a d'ailleurs qui font un petit peu de piste avec, histoire d'apprendre un peu à se déhancher avec quelque chose de maniable et de rigide. Voilà pour les 125. Ouais. Du coup, on était moins tout gris là sur la fin. Mais du coup, on s'est dit, on va faire une version aussi, un deuxième classement, qui est le classement motard. Donc ça, c'est... on l'a appelé. T'as quand même pas passé ton permis pour conduire une baignoire. C'est ça. Donc si on va être un peu plus motard, mais tout en restant dans des trucs raisonnables, il y a le sempiternel Roadster, qui était catégorie reine encore et toujours des motos, avec là, il y a pléthore de choix aussi dans des choses qui peuvent au quotidien être tout à fait praticables. C'est pour ça, bon, ça a été un peu compliqué, mais on a essayé de garder vraiment ceux qui nous ont marqué, on va dire, qui apportent quand même un petit peu de fun malgré tout. Au départ, moi je pensais parler de la MT-07 parce que voilà, s'ils en ont vendu autant, c'est que c'est une bonne moto. Mais justement, comme maintenant on en voit vraiment beaucoup trop, je préfère passer sur la catégorie au-dessus, la MT-09, qui unanimement a été décrétée comme moto la plus joueuse, on va dire, dans cette catégorie-là, donc sur du 3 cylindres 900. Avec un moteur qui, des fois, dépasse un peu les capacités de sa partie cycle, mais bon, ça fait aussi partie du charme. Voilà. Et ça a été corrigé, donc ça, on peut quand même le glisser. C'est vrai qu'au départ, les premières séries, il fallait taper sur du SP, donc MT-09 SP, pour avoir une fourche moins pompe à vélo.
Mais par contre, le moteur est dingue, je vous confirme, ce crossplane est génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? SV650. Que tu connais bien. Alors voilà, là c'est le choix, on va dire, le choix raisonnable, mais avec quand même l'agrément du Twin, du V-Twin. Moi je suis désolé, les V-Twin c'est ce que je trouve de plus sympa en termes de caractère. Ça disparaît pour des raisons économiques, évidemment, parce que c'est plus coûteux à fabriquer. Maintenant ils veulent du cylindre en ligne, voilà. Ouais, qui permettent de réduire le nombre de pièces Voilà. dans le moteur, Et les le rendre plus poids, légers. et plus compact, plus et compact, ceci et machin, mais n'empêche qu'un V-Twin c'est rigolo, c'est coupleux, c'est caractériel, donc même Mais- si à niveau style on commence vraiment à... Bah, en fait, elle a une particularité, la SV, c'est-à-dire que les versions d'il y a 15 ans sont bien plus intéressantes que Ouais, elles ce ont qu'ils ont très- fait ces dernières Voilà. années. Si, alors sur la chaîne j'avais essayé la version Café Racer, la X, qui est on va dire plus un clin d'œil au Café Racer qu'un vrai Café Racer. Il y a 2-3 appendices qui font penser Ouais. à, mais encore une fois ça reste trop timide et trop vieillissant en termes de style, donc juste pour le moteur, allez-y, foncez, puis je pense qu'en niveau prix vous vous ferez plaisir parce qu'il y en a plein. Ouais. Une dernière peut-être pour le... Z900. Ouais, Z900. Là, pareil, pour l'avoir testé, on est sur de l'excellent rapport qualité-prix. Performance, on est sur déjà quelque chose de plus sportif que le 800 de chez Kawa, qui était un peu trop... Ouais, qui était lourd. Ouais, on va dire... Pas très agréable parce que creux finalement. Ouais, bah comme le 750 que je trouvais pas si dingue que ça. Là, le 900, on a vraiment un moteur très sympa. On n'est pas encore sur le Z1000, que moi je surkiffe dans les 4 cylindres. Le Z1000R, pour moi, ça a été un coup de cœur. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne. J'ai encensé cette moto. Mais là, je pense que sur un trajet de 50 km, un Z1000 n'a rien à faire là. Ouais. Ça sert à rien. On n'a pas le temps de la chauffer, la moto. C'est ça qu'il faut dire aux gens. 50 km, il faut quand même penser à ça. C'est une moto qui ne va pas être non seulement exploitée, mais surtout qui n'aura pas le temps on va dire, d'encaisser sereinement Ouais, si donc faible kilométrage. sur la durée, c'est pas forcément hyper bon aussi en termes de fiabilité, quoi. Non, c'est pas pertinent. Bon, il y a sorti du roadster, du coup, le trail, qui est la... Ouais, alors du coup, je me suis un peu fourvoyé sur ce coup-là. J'ai mis le V-Strom 650, donc là, oui, c'est pertinent. Ouais. Là, c'est la moto à papa pour aller bosser, avec le top case. Y a pas de souci. Ligne passe-partout, mais bourré de qualité aussi Ouais, en termes d'agrément, quoi. Ouais, le V-Twin est très sympa. Par contre, ouais, j'ai mis le Tiger 1200 parce qu'il est super fiable, mais c'est vrai que surdimensionné. Donc après, ça dépend où vous bossez, hein. Si vous, si vous êtes, mais je sais pas moi, si vous travaillez dans la montagne, pourquoi pas? 50 Mais- km de montagne, ouais. Oui, parce que là, du coup, on va mesurer en temps, donc le moteur aura le temps de chauffer. Mais honnêtement, là, Ouais. ce serait un caprice. Clairement, ce serait un caprice. Et dans ce cas-là, je vous dirais, bah, partez sur du 990 chez KTM. Là, vous allez rigoler. Mais encore une fois, est-ce que vous aurez le temps d'exploiter? Non, je pense pas. Ouais. Et puis, allez, on a choisi une moto routière aussi, parce que quand on veut du confort... Parce que extrêmement fiable aussi. C'était le Ouais. critère, moi, principal. Au-delà du kilométrage quotidien. Cette moto-là, on en a parlé dans l'épisode précédent. C'est incroyable. C'est Foncez. la RT 1200 de chez BM. Voilà. J'ai rien envie d'ajouter de plus parce que je suis pas client. Ouais. Pas grand chose à dire. C'est vrai que On salue nos amis BMistes. Mais Ouais. je pense que c'est un plaisir que peut-être qu'on comprend pas encore. Voilà. Mais le Flat Twin... Bon, Ouais. s'il y a des adeptes, c'est qu'il y a une raison. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu particulier cette catégorie de. Voilà, ça clôture la catégorie. Et la dernière catégorie, Voilà. pour clôturer, c'est celle qui nous parle le plus. Voilà. C'est ce qu'on appelait la version Balek. La version Balek. Voilà, parce que la vie est trop courte pour être bien assis. C'est ça. Donc on s'est dit, le trajet travail et restera 80% du trajet annuel de chaque motard. Ah bah ouais, quand on est utilisateur au quotidien, c'est clair C'est que... ça. Ou alors, vous faites partie de ces motards qui roulent 2 mois par an et qui mangent du road trip jusqu'à en dégueuler. La moyenne française, c'est 4-5 000 km par an. Point barre. Qu'est-ce que vous en faites derrière? Bah, y a le trajet quotidien et il y a le road trip à gogo. Donc on va dire, eh ben on s'en fout. On part sur du mono, on part sur du super motard. Et j'ai pensé donc à la 690, la SMC. SMCR même d'ailleurs, je trouve génialissime. Débile en entretien.
On va dire ça les choses clairement, c'est très très cher. Praticité zéro. Praticité zéro, cote délirante, mais tellement du fun en barre. L'avantage, c'est pour la remontée de fil, vous êtes en hauteur, vous avez un bruit qui est assourdissant. Au niveau vibration, ça va, parce qu'on est quand même sur des architectures modernes, KTM a bien bossé. Ouais, bah moi je peux en parler, parce que du coup, Mavic Pilène partage le même moteur. Donc dans la famille 690 chez KTM, ils l'ont décliné à toutes les sauces. Et donc, il y a eu notamment aussi la Duke 690 chez KTM. Et donc la Mavic Pilène, qui est une version un peu, là aussi, café racerisé avec un look un peu sympa, exploite du coup le LC4, là, qui est le moteur mono là, de 690 cm3. Franchement, alors, c'est clair que c'est pas le truc le plus pratique au quotidien, mais je pense qu'on est loin quand même des monos un peu extrêmes qu'on a pu connaître par le passé. Ils l'ont bien rosterisé quand même. Voilà, avec des arbres d'équilibrage dans tous les sens qui font que ça vibre pas trop. Ça chauffe, oui, mais bon, c'est pas pire que d'autres motos. Coucou amis ducatistes. Merci. Et coucou Euro 4, Euro 5, Euro voilà, 6. C'est ça. Et en termes d'agrément, franchement, ça prend des tours. Parce que du coup, ça rupte à 9000, je crois, 9000 ou 10 000. Donc on n'est plus non plus dans le mono caricatural. Ça consomme pas des masses. Moi, avec la Mavic Pilène, je fais du 4 litres et demi, 5 litres, quoi. Donc on est là aussi quand même assez redonne. C'est des motos qui sont légères, donc en fait, voilà. Ouais, vraiment. Et puis en termes d'entretien, c'est encore une fois... C'est pas si pire. Voilà, les intervalles d'entretien sont pas abusés. Je crois que c'est tous les... De mémoire, c'est tous les 6000 ou tous les 10 000, je sais plus. Mais bon, de toute façon, c'est ça ou tous les 2 ans. Donc, bon, je dirais, t'as atteint les 2 ans. Oui, voilà. Et puis, comme tu dis, ça reste du plaisir, de l'achat plaisir. Donc, si on n'achète pas un scooter, soyons honnêtes aussi un peu avec nous-mêmes, la vie est courte. Si on peut se le permettre, attention. Ouais. Mais c'est pas forcément les motos les plus chères. Hein. Non, c'est vrai en plus, non. Et moi, franchement, à chaque fois que je descends, que je démarre le matin, c'est grosse banane, quoi. Enfin, t'as acheté ça combien d'ailleurs pour ceux qui... J'avais acheté ça 7000 € d'occasion, mais elle avait 800 bornes. Aujourd'hui, on en trouve dans les 6000. Hein. Voilà. Si t'as une moto genre avec 10 000 bornes, une Mavic Pilène, ouais, dans les 6000, tu le trouves. Hein. Et puis surtout, ça remontera un jour, je pense. Oui, ça montera, mais là, comme on en parle depuis un moment, le marché chinois qui perce actuellement sur du neuf est à autour des 6-7 000 €. Ouais. Donc voilà, c'est une question d'orientation, de choix. Est-ce que vous voulez un truc sympa, d'occasion récent, de ce type-là, KTM, Husqvarna, ou du chinois neuf, et toi t'as fait le choix des deux. Ouais, bon, c'est un peu... Ouais. Mais voilà, c'est des motos qui se complètent bien. Après, c'est sûr qu'on n'a pas du tout les aspects pratiques. Le compteur illisible, c'est sûr qu'il ne faut pas espérer connecter son téléphone pour gérer sa musique sur son compteur et tout. Enfin, c'est la moto, l'essence de la moto, point barre, quoi. Voilà. Donc, alors, moi, j'ai rajouté une dernière catégorie qui est un petit peu, on va dire, les summums de la débilité. Il y en a qui font, hein. On voit plus de sportives sur les routes, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus. Par contre, il y a quand même quelques petits modèles sympas à s'offrir pour soit aller bosser tous les jours, soit les emmener peut-être un peu sur la piste. Je vais faire bref, il y a la R6 de chez Yamaha. Alors oui, c'est un moteur qui tape très haut dans les tours. Tu peux rester en première tout le temps. Alors oui et non, parce qu'attention, comme c'est un 600, c'est un moteur qui est creux à bas régime et qui tape très haut dans les tours. Donc en soi, je suis même pas sûr de la conseiller à des débutants, je dirais même que non. Non, parce que c'est très nerveux. C'est pas parce qu'il y a une grosse cylindrée que c'est plus dangereux, bien au contraire, c'est plus doux. Alors que là, c'est quand même très tricky, on va dire. Il faut quand même être bon pilote. Par contre, c'est sûr que sur un circuit, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc si vous travaillez sur un circuit... c'est ça. Je conseillerais plutôt, moi, la Panigale 899, qui est une très bonne contre-proposition à la Panigale, la 1299, je aussi. crois, les premières. Là. Après, bon, V2, V4 sur les dernières. Voilà, parce qu'on a quand même pas mal d'éléments qui ont été récupérés dessus, mais avec un moteur qui est non seulement très fun, mais surtout qui reste exploitable. Et c'est ça l'idée. Sur du petit trajet, on est sur des tarifs qui sont beaucoup plus accessibles que la grande sœur. Je pense que d'occasion, autour de... Ouais, je crois que j'en ai vu autour de 8-9 000. Ça peut être un choix sympa. Voilà.
Je vois une dernière ligne, du coup. Là aussi, on atteint le... Ouais, disons que c'est voilà, la Ducati 821 Hypermotard. C'était un choix que je voulais faire, mais j'avais pas le budget. Donc pour ceux qui ont le budget, c'est vraiment... c'est une moto qui est hyper compacte, un moteur qui est très vivant. En gros, c'est quoi? C'est super mode bodybuildé, quoi. C'est ça, on est sur du 110 chevaux. Donc c'est quand même exploitable dans l'absolu. On a beaucoup de couples. On a une moto qui est très, comme je disais, très compacte. Donc attention, hein, c'est une moto d'égoïste, clairement. Donc ça, je vous le recommande pour des petits trajets sinueux. Après, encore une fois, bon, il ne faut pas aller trop dans la cylindrée. Donc ça reste encore, on va dire, raisonnable. La Panigale, c'est pareil. Hein, on n'est pas voilà, on est sur à peu près autour de 140 chevaux. 140 chevaux, pour moi, c'est la limite. Sur de quelque chose de... On commence à arriver sur des choses qui sont... Pour le Kidam, c'est plus que déjà ce que vous pourrez exploiter sur 90% de votre utilisation. Donc je vais m'arrêter là. Voilà. Bon, ça conclut notre petit classement. Oui. Encore une fois, on espère que ça vous aura informé ou diverti, parce que c'est aussi le but. Et si vous trouvez ça complètement con, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser vos idées de motos qu'on aurait oubliées peut-être dans les commentaires. On peut en débattre, en discutant, on se fera un plaisir de répondre. Et bien sûr, #bonhomie et bienveillance. Voilà. Et ben voilà, encore un épisode de bouclé. Et oui, Jamy. On vous remercie du coup de nous avoir écoutés. Merci à ceux qui sont toujours là au bout d'une heure. Oui. On sait que vous êtes les plus courageux. Nous, du coup, on vous dit à dans 2 semaines. C'est ça. Comme d'habitude. On revient avec un nouveau sujet. Très bon en préparation. Ouais. Est-ce qu'on tease ou pas? Ah ouais, je pense qu'il faut teaser. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, on va probablement vous amener un petit invité qui a des choses à dire. Qui a des choses à dire et qui a quelque chose à proposer. Ouais. Et il y aura peut-être des essais derrière et un retour à vous faire. C'est cool d'avoir ça à côté de chez soi. Ouais, en tout cas, c'est probablement quelque chose dont vous n'aurez pas entendu parler et qui risque de vous plaire. Oui, nous, en tout cas, on est très enthousiastes. Voilà. Donc on vous dit à dans 2 semaines. Premier épisode avec un invité, si tout se passe comme prévu. D'ici là, bonne route. Et puis... cordialement bisous. Voilà. Voilà. Allez, à bientôt. Tchou.